Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La librairie des humanités. Dirigé par Thierry Ménissier, docteur de l'EHESS, maître de conférences de philosophie politique à l'Université Pierre Mendès France, Grenoble 2, et Pierre Cross, chargé de mission sur la politique de publication à l'Université Pierre Mendès France, Grenoble 2. La librairie des humanités est une collection coéditée par les éditions L'Harmattan et l'Université Pierre Mendès France de Grenoble. Destinée à recevoir, dans ses diverses séries, des textes couvrant tout le champ des sciences sociales et humaines, son caractère universitaire lui fait devoir et privilège de promouvoir des travaux de jeunes auteurs autant que de chercheurs chevronnés. Membre du conseil scientifique de la collection. Fanny Coulon, série économie. Jérôme Ferrand, série droit. Pierre Koukafka, série politique et territoire. Thierry Ménissier, série Sciences de l'homme. Alain Spallanzani, série Gestion. Jacques Fontanelle, série Côté court. Jean-William de Rémet, série Mémoire des Alpes et Sentier de la Liberté. Dans la même collection. J. Ferrand H. Petit dire. L'Odyssée des droits de l'homme 2003. Tome 1 Fondation et naissance des droits de l'homme. Tome 2 Mise en œuvre des droits de l'homme. Tome 3 Enjeux et perspectives des droits de l'homme. A. Blanc à Pessin dire. L'art du terrain. Mélanges offerts à Howard Baker, 2003. C. Amouroux, Que faire de l'hôpital 2004. Y. Chala dire. L'imaginaire aménageur en mutation, 2004. Gisèle Chabot Ch. Tournu dire. L'héritage religieux et spirituel de l'identité européenne, 2004. E. Bogalska-Martin, Entre mémoire et oubli. Le destin croisé des héros et des victimes, 2004. A. Fergen, ed. Gouvernance locale et développement territorial, 2004. C. Offredi dire. La dynamique de l'évaluation face au développement durable, 2004. 50. Debord La mosaïque brisée ou l'économie au-delà des équations, 2004. Pêcher le rugby professionnel en France, 2004. Y. Politi et Ali, dire. L'organisation des connaissances. Approche conceptuelle 2005. Gisèle Chabot, P. Didier, J. Ferrand et Le Code civil et les droits de l'homme 2005. D. Rigaud, Le Christ du dimanche. Histoire d'une image médiévale 2005. C. Martin et al. Pologne La longue marche 2005. 50. Ben Sahel, P. Marchand ed. Les régions de Russie à l'épreuve des théories et pratiques économiques, 2005, Monsieur Lecoine dire, Métaphysique et philosophie transcendantale selon Kant, 2005. H. Leroux, De la phénoménologie à la sociologie de la connaissance, 2006. O. Forlin, Les intellectuels français et l'Italie 1945 à 1955, 2006. G. Orcel La rue choisie 2006. T. Ménissier dire. L'idée d'empire dans la pensée politique, historique, juridique et philosophique, 2006. S. Plana, Le prosélytisme religieux à l'épreuve du droit privé, 2006. Monsieur Kaufmann Gouvernance économique mondiale et conflits armés, 2006. C. Abattu, B. Lamotte dire. Diversité et inégalité, quelle pratique de formation 2006. G. Coquille dire, Évaluer les politiques sociales, 2006. A. Taïrou Analyse et décisions financières, 2006. S. Hernandez Le monde du conte, Contribution à une sociologie de l'oralité, 2006. 1. Vezeanu L'identité personnelle à travers le temps, 2006. S. Gall et Ali, ed. Figure de la médiation sociale, 2006. Gisèle Chabot Introduction aux sciences sociales, 2006. H. Jaco Afouquet ed. Le citoyen, l'élu, l'expert. Pour une démarche pluraliste d'évaluation des politiques publiques, 2007. J. Lapez et Ali, Éléments d'analyse sur le développement territorial, 2007. Monsieur Ben Saïd et Ali, Économie des organisations. Tendance actuelle 2007. Arocha Laanchar. Histoire d'une division de Waffen-SS bosniaque, 2007. Pétillard Le pain des temps maudits, suivi de Mauthausen, Témoignage, 2007. Défense de la France, les témoins qui se firent égorger 2007. 5. Garcia L'anarchisme aujourd'hui 2007.
Dégy. Grange du Maule au maquis des Glières. Vie et mort d'un jeune résistant savoyard Paul Lépine, 1926 à 1944, 2007. C'est Dutheil-Pessin Y. Néraed, hommage à Alain Pessin, un sociologue en liberté, 2007. Pessaltel, une odieuse passion. Analyse philosophique de la haine, 2007. Monsieur C. Monnoyer, Peter Noed, mondialisation des services, innovation et dynamique territoriale, 2007. Monsieur Lebert, Aspalanzani, aide regard sur la recherche en gestion, contribution grenobloise 2007. Gisèle Guichet, aide, usage politique de l'animalité 2008. Monsieur Fontanelle, sportif de haut niveau, manager en devenir, 2008. 5 Plochu à Taïrou, méthodologie du diagnostic d'entreprise 2008. J.W. de Rémet dire, le refuge et le piège, les Juifs dans les Alpes, 1938 à 1945, 2008. Ph. Anu Gévergnon dire, Vercors, résistance en résonance, 2008. Agochet, observance thérapeutique et VIH, 2008. N. Didri, les enjeux de l'événement sportif, 2008. À mes parents, scientifiques, pédagogues et artisans de paix. Remerciements. Merci tout d'abord au professeur Jacques Fontanelle, responsable du téléenseignement du Master 2 Sécurité internationale et défense de l'Université Pierre Mendès France, UPMF, Grenoble 2, et à Pierre Cross, responsable éditorial à l'UPMF, sans qui cet ouvrage, et bien d'autres choses, n'auraient jamais pu être possibles. Merci également au professeur Wolf-Dieter Eberwein et aux étudiants de la filière Organisation intergouvernementale, Organisation non gouvernementale, Institut d'études politiques de Grenoble, qui m'ont permis de tester en grandeur réelle une partie du matériel pédagogique présenté ici. Merci à Rémi Drouillet et à ses collègues, qui m'ont fait découvrir il y a quelques années une partie des techniques rassemblées ici. Merci aux bénévoles et salariés de l'association L'École de la Paix de Grenoble, qui m'ont accompagné et soutenu durant ce travail. Merci en particulier à ceux avec qui j'ai pu discuter du contenu de cet ouvrage, notamment Richard Pétry, directeur, Alexandra, Annie, Bérangère, Laurence et Lionel. Merci à ceux qui ont accepté de relire l'ouvrage avant publication. Merci à André Burnet, Denis Dangean, Jacques Dumaret et Roselyne Talbot, ainsi qu'à François Bouet, les erreurs restantes sont miennes. Merci aux créateurs des diverses bases de données utilisées dans les exemples et les exercices. Merci aux membres de l'équipe du Irak Body Count pour l'autorisation de reproduire une partie de leurs données, et à Arié Yalouz, enseignant, pour l'autorisation de reproduire sa description de la procédure permettant de créer des diagrammes en boîte à moustaches, avec le logiciel Microsoft Office Excel 2007 marque déposée. Les logiciels libres suivants ont été utilisés pour réaliser cet ouvrage. Le traitement de texte OpenOffice.org avec Bibus Biblio, gestion bibliographique, ou LaTeX, formule mathématique, et la macro Alt Search, remplacement avancé, R, statistique, GIMP, retouche et traitement d'images, DIA, diagramme, JP2A, ARASCII, police de caractère Linux Libertine et déjà vu sans mono, sous GNU Linux Kubuntu, système d'exploitation. Puissent leurs auteurs et contributeurs être ici remerciés. Enfin, merci à Anne-Françoise pour sa patience, son soutien et tout le reste. Sigles et abréviations. AIC. Akaike Information Criterion, critères d'information d'Akaike. AID. Association internationale pour le développement. AKUF. Arbeitsgemeinschaft Kriegsverfahren. LI. Bayesian Information Criterion, critères d'information bayésien. BIE. Bureau international d'éducation. BISC. Bureau international des statistiques commerciales. CEA. Commission économique pour l'Afrique, ONU. CEE. Communauté économique européenne. CEPALC. Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, ONU. CESAO. Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, ONU. CESAP. Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, ONU. CIDCM.
Center for International Development and Conflict Management. COM. Commission. CSP. Center for Systemic Peace. EG. Par exemple. FAO. Food and Agriculture Organization, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. FE accent aigu D. Fédération. FENU. Fonds d'équipement des Nations Unies. FLOS. Free Libre and Open Source, logiciel gratuit libre et open source. FMI. Fonds monétaire international. GLM. Generalized Linear Model, modèle linéaire généralisé. HAB. Habitant S. HURIDOCS. Human Rights Information and Documentation Systems. IE. C'est-à-dire ICPSR. Interuniversity Consortium for Political and Social Research. IDH. Indicateur de développement humain. Intel. International. ND. Non disponible. OEI. Organisation économique internationale. OIG. Organisation intergouvernementale. OMC. Organisation mondiale du commerce. OMS. Organisation mondiale de la santé. ONG. Organisation non gouvernementale. ONU. Organisation des Nations Unies. Org. Organisation, Organisation. PNUD. Programme des Nations Unies pour le développement. PPA. Parité de pouvoir d'achat. SDN. Société des Nations. SGBD. Système de gestion de base de données. SGBDR. Système de gestion de base de données relationnelles. SUNFED. Special United Nations Fund for Economic Development, Fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique. UIPTD. Union internationale pour la publication des tarifs douaniers. UIT. Union internationale des télécommunications. UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. UNIV. Université, University. UPMF. Université Pierre Mendès France, Grenoble. Vol. Volume. Introduction. Cet ouvrage vise à apporter une connaissance de base des méthodes statistiques utiles à l'étude des questions internationales. Il donnera à son lecteur un certain nombre de compétences permettant d'analyser l'environnement international, notamment les acteurs du système international et les conflits armés, en utilisant des données et méthodes quantitatives. Il est destiné à être un manuel de référence sur ce sujet pour des formations à destination des étudiants de 2e, voire 3e cycle universitaire S en relations internationales, sécurité internationale, défense, droits humains et disciplines voisines. Il pourra aussi servir à d'autres enseignants en sciences sociales, sciences politiques, droit, économie, communication, dans le cadre de leurs propres enseignements. Il pourra enfin être utilisé par un public averti mais non spécialiste, journaliste, décideur politique ou tout observateur attentif du monde contemporain. L'ouvrage s'adresse à un public ayant déjà des connaissances factuelles et méthodologiques en sciences sociales, mais pas nécessairement la maîtrise des outils statistiques utilisés dans ces disciplines. À ce titre, il peut être vu comme une introduction à l'approche statistique en sciences sociales, sous l'angle de l'étude des relations internationales. Des encadrés et exercices corrigés permettent d'approfondir des concepts et techniques propres à cette approche. Un lexique en fin d'ouvrage reprend les concepts et termes techniques abordés et les définit. Les bases de données existantes sont présentées, en insistant sur certaines d'entre elles. Leur utilisation est illustrée par des exemples. Un tutoriel et des exercices corrigés montrent l'utilisation possible du logiciel de statistique R, libre et gratuit, déjà utilisé comme standard dans plusieurs domaines de la recherche universitaire.
Le lien est systématiquement fait entre les concepts théoriques, les données et les outils logiciels. Seules des données et des logiciels librement téléchargeables sur Internet sont utilisés. Leurs références sont citées dans le texte et rassemblées en fin d'ouvrage, en annexe, où on trouvera également une introduction au logiciel R et des conseils pour réaliser les exercices. L'objectif des multiples moyens pédagogiques mis en œuvre dans cet ouvrage est de contribuer, même modestement, à combler un certain retard dans la recherche et l'enseignement des questions internationales en France, notamment en relations internationales. Ce retard est double. D'une part, la discipline des relations internationales en France utilise moins les statistiques et autres techniques quantitatives que certaines de ses homologues étrangères, notamment anglo-saxons, scandinaves ou germaniques. Parmi les premiers qui accumulèrent des données statistiques sur les conflits et les analysèrent, on compte notamment le russo-américain Pitirim Sorokin, SOROKIN 1937, l'américain Philip Quincy Wright, 1942, le britannique Lewis Fry Richardson, avec notamment sa modélisation de la course aux armements et du risque de guerre qui s'ensuit, confère. Richardson 1948, Richardson 1960A, Richardson 1960B. Ces pionniers furent suivis notamment par les Américains J. David Singer, politologue, et Melvin Small, historien, auteur de nombreuses publications. Singer et Small, 1966, Singer, 1968, Singer et Wallace, 1970, Singer et Small, 1972, Singer, 1972, Singer et Small, 1982, Singer, 1987, Singer, Esperluette Small, 1994, et de nombreux autres chercheurs. Aujourd'hui, on trouve à l'étranger des centres de recherche, départements universitaires ou instituts qui sont en bonne partie, voire entièrement, dédiés à l'étude des questions internationales par des méthodes statistiques et ou quantitatives. Citons par exemple aux États-Unis le consortium du Corlett Software, le Center for Systemic Peace, CSP, le Center for International Development and Conflict Management, CIDCM, l'Inter-University Consortium for Political and Social Research, ICPSR. En Suède, on notera le Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, et le Uppsala Conflict Data Programme de l'Université d'Uppsala. En Norvège, l'International Peace Research Institute d'Oslo, PRIO. En Allemagne, le groupe AKUF de l'Université de Hambourg. En Suisse, l'ONG HURIDOCS, Human Rights Information and Documentation Systems, et il y en a beaucoup d'autres. En comparaison, en France, les recherches utilisant ces méthodes sont plutôt le fait de chercheurs isolés ou de petites équipes de recherche. D'autre part, il y a également un retard dans le milieu universitaire français entre l'étude des questions internationales et les autres sciences sociales. De nombreuses autres sciences sociales utilisent avec profit les statistiques, les méthodes quantitatives et le traitement informatique des données, même en France. C'est le cas par exemple en économie, économétrie, en géographie, système d'information géographique, statistiques spatiales, en psychologie et sociologie, enquête, dans certaines branches de la science politique, sondage d'opinion, cette liste n'étant pas exhaustive. Dans l'histoire des sciences, les exemples sont nombreux de ceux qui ont emprunté des méthodes à d'autres disciplines scientifiques. Pour n'en citer qu'un, rendons hommage à Richardson qui, avant de s'intéresser à l'analyse quantitative des conflits, était météorologue, et avait été l'auteur de la première prédiction météorologique réalisée grâce à un modèle mathématique, calculé à la main durant la Première Guerre mondiale, avant de proposer de systématiser cette approche, Richardson 1922. Les emprunts de la science politique aux autres sciences ont ensuite été nombreux, par exemple emprunt à l'économie, peut-être la science sociale qui a été la plus mathématisée, et même à la médecine. L'épidémiologie peut s'appliquer aussi bien aux causes de maladies qu'aux causes des guerres. L'argument avancé pour ne pas utiliser des méthodes quantitatives pour étudier des questions internationales est souvent le suivant. La réalité des relations humaines et interétatiques est beaucoup trop complexe pour pouvoir être résumée par des chiffres et des équations. Cet argument n'est pas dénué de bon sens, mais le contre-argument suivant est également valable. La réalité des relations humaines et interétatiques est beaucoup trop complexe pour pouvoir être étudiée de façon précise et systématique en utilisant que le langage humain, par nature imprécis. La précision n'est possible qu'en sacrifiant la concision, ce qui alourdit l'étude et rend l'analyse systématique difficile et longue.
Un nombre de morts, même imprécis, est utile pour décrire un conflit, de même qu'un nombre d'États membres pour une organisation intergouvernementale. Dans la pratique, les méthodes statistiques sont un complément utile aux autres méthodes d'étude des questions internationales, et c'est ce que nous tenterons ici de démontrer. Ainsi, la première partie de cet ouvrage discute des fondements épistémologiques de l'usage des statistiques en relations internationales. Elle commence par une revue des méthodes et pratiques de la recherche en relations internationales, sous un angle d'une part descriptif, description des méthodes et des pratiques les plus fréquentes, et d'autre part épistémologique, évaluation de la légitimité de ces méthodes et pratiques en ayant recours à la philosophie des sciences. Nous déroulerons les différentes étapes de la méthode hypothético-déductive appliquée aux sciences sociales, en comparant cette méthode aux approches empiriques et ou inductives. Les statistiques peuvent être utiles dans les deux cas, par la modélisation et les tests d'hypothèses dans le premier cas, par la statistique descriptive à valeur heuristique dans le second. Les méthodes statistiques sont également utiles pour la diffusion des résultats de la recherche scientifique, par des diagrammes, des statistiques descriptives, etc. La seconde partie de l'ouvrage est consacrée à des exemples de questions internationales, traitées de manière détaillée, illustrant et approfondissant les concepts, notions et méthodes décrits en première partie. Première partie, épistémologie, l'usage des statistiques en relations internationales. Chapitre I Méthodes et pratiques de recherche en relations internationales. Ce chapitre propose une appréhension épistémologique des méthodes et pratiques de recherche en relations internationales. Quelques-unes des grandes familles de méthodes scientifiques sont présentées: la méthode hypothético-déductive, la méthode inductive et les approches empiriques. Cette revue débouche sur un constat. La notion d'opérationnalisation est au carrefour de questions épistémologiques essentielles et de problèmes pratiques que le chercheur en relations internationales se doit de résoudre. De cette centralité découlent des préconisations en termes d'outils à utiliser, afin que la pratique de la recherche en relations internationales soit une mise en œuvre cohérente de préceptes épistémologiques souvent proclamés mais pas toujours respectés. IA. La méthode hypothético-déductive. Comme son nom l'indique, la méthode hypothético-déductive commence par des hypothèses à partir desquelles seront déduites des propositions concernant des phénomènes observables, permettant de tester une théorie. IA 1. Définition des hypothèses. La première étape est donc la définition d'un ensemble cohérent d'hypothèses relativement précises concernant un système d'acteurs et leur environnement, système pour lequel on se propose de construire une théorie. Par exemple, les approches dites rationnelles en relations internationales font l'hypothèse que les acteurs maximisent quelque chose, une fonction objective. Les États, lorsqu'ils sont considérés comme des acteurs homogènes et doués d'une volonté propre, peuvent par exemple maximiser leur puissance ou leur sécurité vis-à-vis de leurs rivaux. Les chefs d'État et de gouvernement peuvent maximiser leur propre pouvoir politique, ou bien maximiser le bien-être des électeurs afin d'être réélus. Les entreprises multinationales peuvent maximiser leurs profits ou celui de leurs actionnaires. Les ONG peuvent maximiser leur notoriété, la satisfaction de leurs financeurs, le degré d'avancement de projets correspondant à leur statut, ou un mélange des trois. Outre les hypothèses relatives aux objectifs des acteurs, des hypothèses concernent les contraintes qui s'imposent à ces acteurs. Pour les théories ayant recours à la théorie des jeux, on définit les joueurs, leurs objectifs, les informations et moyens dont ils disposent ainsi que les règles du jeu. IA 2. Raisonnement déductif. La deuxième étape consiste à utiliser les règles logiques de la déduction, afin de déduire des propositions à partir des hypothèses. Ces règles logiques s'expriment parfois sous forme mathématique. Pour les modèles simples, les deux types de raisonnement, déduction littéraire avec des mots contre déduction mathématique, peuvent être rigoureusement identiques et conduire aux mêmes déductions. Cependant, lorsqu'un modèle est complexe, l'usage des mathématiques devient indispensable et son intérêt dans le processus déductif est alors double. D'une part, la démarche est d'une rigueur absolue. L'ensemble du traitement mathématique est lui-même soumis à des hypothèses et à des règles logiques clairement définies, par exemple les théorèmes, et utilise des objets parfaitement connus,
par exemple, les nombres rationnels, les nombres réels, les fonctions, les ensembles. Si les règles mathématiques sont rigoureusement utilisées, la liaison logique entre les hypothèses et les propositions est certaine. Ceci garantit la cohérence interne de la théorie. D'autre part, les mathématiques permettent d'établir des déductions qui sont parfois contre-intuitives. La théorie des jeux appliquée aux relations internationales regorge d'exemples, pour lesquels une modélisation formelle permet de déduire logiquement des propositions contre-intuitives. Par exemple, en l'absence de mécanismes adéquats de coordination, deux pays peuvent avoir un intérêt mutuel à avoir une politique internationale de coopération réciproque, mais dans l'incertitude de chacun concernant la politique de l'autre pays, l'intérêt propre les poussera à une solution non coopérative dommageable pour les deux pays. Un simple tableau permet de le montrer dans le cas du fameux jeu du dilemme du prisonnier, à 2 joueurs. Cependant, l'outil mathématique est d'une grande utilité lorsque l'on veut modifier et complexifier ce jeu, en ayant de nombreux joueurs, par exemple les 192 États membres de l'ONU, en jouant de manière répétée, sur plusieurs années, tout en gardant la certitude de la liaison logique entre les hypothèses et les propositions qui en sont déduites. IA3. Prédiction et falsifiabilité. Certaines des propositions déduites des hypothèses concernent des phénomènes observables. On parle alors de prédiction, même si la théorie en question a été construite pour expliquer des événements passés depuis longtemps. Ces prédictions permettent de tester une théorie. Par exemple, certains modèles de la course aux armements nucléaires permettent de prédire que l'augmentation du nombre de têtes nucléaires d'un pays encouragera son adversaire à développer aussi son arsenal nucléaire. En observant l'évolution des armements nucléaires de l'URSS et des États-Unis durant la guerre froide, on peut dire si elle est conforme à cette prédiction. Si c'est le cas, on dira que les faits tendent à confirmer la théorie. Sinon, les faits rejettent irrémédiablement la théorie. Comme on a une liaison logique certaine entre les hypothèses et les prédictions, cela signifie qu'au moins une des hypothèses doit être rège. Pour Popper 1934, c'est cette démarche même qui est au cœur de la scientificité. D'après lui, une théorie n'est pas scientifique si elle ne peut pas être falsifiée, c'est-à-dire s'il est impossible de concevoir un test qui a au moins une chance de rejeter la théorie. Une théorie infalsifiable est une théorie qui ne peut pas être confrontée aux faits, ou bien pour laquelle il n'y a conceptuellement aucun fait qui soit susceptible de la falsifier. Par exemple, certains miracles confortent la foi des croyants, mais laissent sceptiques des athées qui pensent que la médecine permettra un jour d'expliquer des guérisons inexplicables en l'état actuel de la science. Ces guérisons ne permettent ni de confirmer ni d'infirmer une théorie démontrant l'existence, ou la non-existence, de Dieu. N'en déplaise à Descartes, la question de l'existence de Dieu est du domaine de la métaphysique, discipline respectable mais non scientifique selon le critère popperien de la scientificité. La falsifiabilité d'une théorie n'implique pas qu'une théorie soit effectivement fausse, mais qu'il est possible de construire une expérimentation, ou de confronter une prédiction à des observations du monde réel. Il doit être possible d'établir un test montrant que la théorie est soit fausse, elle produit au moins une prédiction en contradiction avec les faits, ou pas encore falsifiée. À ce jour, aucune observation en contradiction avec les faits n'a encore été observée. Prenons l'exemple d'une théorie qui étudie la relation entre développement économique, niveau des inégalités et risque de guerre civile. L'exemple qui suit est simpliste à dessein 1. Il vise à illustrer la démarche hypothético-déductive. On se propose de construire une théorie fondée sur les hypothèses 1 à 4 suivantes. Hypothèse 1. L'État prélève sur l'économie nationale des taxes qui augmentent en fonction de la richesse créée annuellement sur son territoire. Hypothèse 2. Une certaine proportion des ressources prélevées par l'État est affectée à des dépenses, dites dépenses sociales, visant à réduire les inégalités entre les différentes catégories de population. Hypothèse 3. Le niveau perçu d'inégalité est uniquement lié au niveau des dépenses sociales. Hypothèse 4. Lorsque les inégalités perçues sont trop élevées, les catégories de population défavorisées remettent en cause de manière violente la légitimité de l'État, conduisant à une guerre civile. En combinant les hypothèses 1 et 2, on peut en déduire la proposition suivante. Proposition 1.
l'État d'un pays pauvre a des dépenses sociales plus faibles que l'État d'un pays riche. En combinant la proposition 1 avec l'hypothèse 3, on déduit. Proposition 2. Le niveau d'inégalité perçu dans un pays pauvre est plus élevé que dans un pays riche. En combinant la proposition 2 avec l'hypothèse 4, on obtient enfin la proposition 3. Proposition 3. La pauvreté conduit à la guerre civile. Notre théorie est fondée sur des hypothèses dont certaines sont difficiles voire impossibles à vérifier. Par exemple, l'hypothèse 3 renvoie aux perceptions, concept difficile à définir et encore plus délicat à mesurer. Cela n'empêche pas notre théorie d'être scientifique. C'est la falsifiabilité des propositions qui permet une éventuelle réfutation de la théorie. Si une ou plusieurs prédictions du modèle ne sont pas vérifiées, la théorie est falsifiée et au moins une des hypothèses est à rejeter. IA4. Falsifiabilité et modélisation statistique. Cependant, la procédure permettant de vérifier si une prédiction s'est réalisée ou non doit être aussi rigoureuse que le reste de la méthode. À cette fin, un modèle statistique offre une possibilité rigoureuse de tenter de falsifier une théorie. A. Modélisation formelle. Pour tenter de falsifier notre théorie, fondée sur les hypothèses 1 à 4, essayons de réécrire la proposition 3 sous une autre forme, celle d'un modèle formalisé. Il s'agit d'effectuer une mise en forme de cette proposition. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.